Causons Couture, un podcast créatif pour parler de nos garde-robes faites à la main et pour découvrir la communauté couture avec des interviews de ses personnalités, ses entrepreneurs et ses acteurs qui nous inspirent. Bonjour à toutes et à tous, je suis Mathilde, créatrice de ce podcast et fondatrice d'Atelier Sherwood. J'accompagne les femmes qui aimeraient arriver à apprécier leur garde-robe, qui souhaitent être sûres de leur choix vestimentaire, qui ont envie de se sentir à l'aise avec leur image et qui veulent trouver leur couleur et leurs vêtements de superwoman. Tu souhaites toi aussi ressentir confiance en toi et exprimer au monde qui tu es ? Tu veux en savoir plus, que tu pratiques la couture ou non ? Je t'invite à réserver un appel gratuit et sans engagement pour définir ensemble tes besoins, pour que tu découvres ma façon de travailler et pour voir si tu souhaites que je t'accompagne. À très vite et bonne écoute de cet épisode. Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, après 1 heure d'entretien avec Marianne, parce qu'on est des passionnés, on va commencer le podcast. Bienvenue Marianne, je suis ravie de te recevoir pour une seconde fois. On s'était déjà rencontrés l'année dernière pour parler patchwork moderne. Si le sujet vous intéresse, je vous le recommande. Avec Marianne, on pourrait également en parler des heures. Aujourd'hui, on est là, Marianne, pour parler un petit peu marketing. Donc le marketing plutôt dans les loisirs créatifs, dans la couture. Donc toi, tu as un compte tu partages du patchwork, tu parles du patchwork débutant, et tu as aussi une entreprise qui fait du marketing. Hello Mathilde, ben oui, je suis très contente de revenir pour parler d'un sujet un peu différent. Absolument, oui. Donc moi j'ai commencé patchwork débutant il y a plus de 2 ans maintenant, par passion, clairement du patchwork. Et ça m'a aussi permis de me rendre compte que j'adorais le marketing digital, que j'ai commencé à mettre en œuvre avec le patchwork. Et en fait, en parallèle de ça, du coup, j'ai lancé mon activité de consultante en marketing digital. Pour tout type d'entreprise, mais au fur et à mesure, ça s'est transformé beaucoup pour des entreprises de loisirs créatifs parce que c'est l'univers que j'adore et dans lequel je baigne aussi beaucoup, quoi. Ouais. Et aujourd'hui, quel type de service, toi, tu te sens à l'aise de proposer ? Alors, il y a plusieurs types de services. Globalement, ils se distinguent en 2 catégories. Il y a la partie j'accompagne mes clients à, donc je leur fais des feedbacks sur ce qu'ils écrivent, sur ce qu'ils conçoivent, sur leurs idées de création de contenu, sur leur stratégie. Je les accompagne dans la définition de la strat, dans son application, faire un lancement, un plan de com, un plan de contenu, ce genre de choses. Et donc ça, c'est la partie un peu plus stratégique ou un peu plus formation aussi. D'accord. Je leur donne les outils pour pouvoir se former eux et après continuer plus en autonomie. Et il y a la deuxième partie où là, c'est beaucoup plus du je fais pour eux. Ouais. Donc c'est pour des personnes qui n'ont pas le temps et qui veulent déléguer ou qui savent pas faire. Ça dépend. Il y a vraiment les 2 cas de figure. Ouais. Là, il y a vraiment tout type d'entreprises. Ça peut être des entreprises du coup assez conséquentes, mais qui veulent déléguer des points précis. L'expertise, par exemple, certains points de newsletter, de paramétrage, de mise en place de séquences automatisées, vraiment des points d'expertise précis, ou ça va être du community management. Donc tu gères dans le community management, c'est gérer leurs réseaux sociaux en fait. Ouais, voilà, c'est ça en tout cas la partie création de contenu. Voilà, donc toute une partie je fais pour eux et donc voilà, là pour le coup on est dans de la sous-traitance complète, enfin plus ou moins complète après suivant les besoins, c'est assez à la carte. J'aurais une question, en quoi justement ton travail avec Patchwork Débutant a influé ou en tout cas nourri ton travail aujourd'hui ? Ça a eu une place centrale et je m'y attendais pas, à vrai dire, au départ. Au départ, Patchwork Débutant, c'était considéré, je le voyais un peu comme mon bac à sable pour tester des choses, pour développer mes compétences et pour tester des choses aussi pour mes clients. Ouais. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un cercle assez vertueux entre les deux, où moi, ça me permet d'avoir un œil sur le marché, d'avoir un œil sur leurs clients. Ouais. Parce que, en fait, mes abonnés, ma communauté, c'est leurs clients aussi, en fait, souvent. Donc, je connais leur code, je fais de la couture aussi depuis très longtemps. Donc, en fait, je connais très bien le marché, les acteurs et les passionnés qui composent, parce que c'est surtout ça. Bien sûr. dont il s'agit.
qui composent tout cet écosystème en fait. Donc du coup, ça me permet d'avoir beaucoup de souplesse quand je discute avec mes clients de il s'est passé ça, est-ce que tu as vu, enfin voilà, on peut très vite s'envoyer les informations. Je sais de quoi il s'agit en fait globalement, que ce soit les salons, les événements, les personnes un petit peu phares, enfin voilà, disons qu'on a les mêmes références et ça rend les choses beaucoup plus fluides en fait finalement. Oui, la mise en place de la collaboration est beaucoup plus simple quoi, aussi. Oui, complètement. Et Patchwork débutant me permet aussi de garder les mains dans de l'opérationnel, ce que je trouve super important, même pour conseiller de la stratégie. Ouais. Par exemple, Instagram. Moi, je suis principalement présente sur Instagram avec Patchwork débutant, où je propose du contenu gratuit la plupart du temps. Il y a quasiment pas de choses payantes en fait. Je suis vraiment dans la pédagogie et la valorisation du patchwork moderne. Et ça me permet vraiment d'être au plus proche des choses qui changent. Enfin voilà, par exemple quand je vois qu'il y a un format qui marche plus, moi ma veille pour Patchwork débutant me sert aussi pour ma veille, que ce soit en création de contenu ou en tendance pour mes clients quoi. Ouais. Et en même temps, c'est une veille où toi tu t'éclates parce que tu mets en place du contenu pour toi, donc c'est pas que une veille professionnelle détachée de ton travail quoi. Oui, oui, si j'aimais pas ça, j'y passerais pas autant de temps, c'est sûr. On avait évoqué avec Emma dans l'épisode précédent quelle est justement toute la partie travailler pour et écrire pour les autres. Pour elle, c'était quelque chose qui avait eu dans le passé effet de lui faire perdre un petit peu sa propre identité. Alors ça s'est poussé à l'extrême. Toi, au contraire, on en avait déjà discuté, c'est plutôt quelque chose que tu vas apprécier. Est-ce que tu peux nous dire en quoi pour toi c'est quelque chose qui te plaît ? Moi, je trouve que c'est un exercice qui est très intéressant, qui est pas toujours évident, mais qui est intéressant, de me plonger vraiment complètement dans la façon d'écrire, dans les valeurs, dans l'esprit un peu en fait des clients pour qui j'écris. Le but, c'est pas en fait de mentir aux gens qui lisent, c'est plutôt de les soulager et de leur permettre de proposer plus de contenu ou autant que ce qu'ils aimeraient sans être capable de se dédoubler. Parce qu'en fait, il s'agit de ça. Pour produire énormément de contenu, c'est du temps et il y a un moment où il faut choisir ses batailles en fait. Et donc, ça leur permet de se dire, ok, cette partie de contenu-là, j'ai un œil dessus. Évidemment, ils valident tout. Ils relisent, ils me donnent leurs... Des fois, ils sont d'accord et c'est ok. Enfin, voilà, on a des échanges sur le contenu, que ce soit sur le fond ou sur la forme. Mais ça leur permet de se dire, ok, cette partie-là, je sais que c'est géré. Moi, je prends cette charge mentale-là, en fait. Oui. Et donc, moi, je trouve ça assez intéressant comme fonction. Je sais que je leur permets aussi de se consacrer à d'autres choses, surtout quand il y a peu de personnes dans l'entreprise, que ce soit des personnes seules ou qui sont un peu des figures de la marque, comme on peut le retrouver souvent dans les loisirs créatifs, où ça s'est d'abord construit autour d'une personne. Mais des fois, ça peut être des marques avec plusieurs personnes aussi. Et c'est ça que je trouve intéressant. Et écrire pour, je trouve qu'il y a un challenge, un truc un peu sympa où tu joues un peu au détective. Tu essayes de trouver les mimiques, les expressions, les tournures de phrases, les smileys, les façons d'écrire. Alors après, moi, je mets aussi mon savoir-faire parce que c'est aussi pour ça qu'on travaille ensemble. C'est que moi, j'ai des techniques d'écriture, de marketing, de copywriting, donc d'écrire plutôt pour Internet et la vente, on va dire, qui font que ça rend le fond un peu plus enrobé. Mais j'essaie toujours de rester au plus proche de la façon dont ils écrivent. Et pour ça, la création de contenu, c'est génial parce que si j'ai un doute ou si je sais pas trop comment tourner le truc ou si j'ai besoin de m'inspirer, je vais voir ce que les contenus précédents qui ont été écrits par les clients, c'est très bien. Et c'est ce qu'on a évoqué avec Sarah. Par contre, c'est un travail qui est pas fait, c'est pas quelque chose où la personne en fait va complètement déléguer en disant toi tu gères ça et il y a plus rien. Au contraire, c'est vraiment une collaboration étroite avec la personne pour qui tu travailles quoi en fait. Ah complètement. Ah oui, absolument. Je suis vraiment partie prenante de leur business, c'est-à-dire que moi des fois je vais donner mon avis, des fois je vais dire ok super, on fait ça. Enfin, c'est vraiment un dialogue où moi je leur prête mon cerveau. Oui, mais t'as besoin qu'ils soient présents aussi avec leurs idées et avec leur présence, en fait, qu'ils partagent ce qu'ils sont et ce qu'ils veulent et ce qu'ils veulent. Enfin voilà, si tu peux, pour être leur voix, il faut que eux parlent, en fait. Oui, complètement. Oui. Et moins j'ai de contenu,
moins ça aura de saveur. Oui. C'est généralement, même avec tout le savoir-faire du monde, il y a un moment, il faut nourrir avec de la personnalité, avec avec une vision en fait. Et aujourd'hui, on en avait évoqué un petit peu, on avait un peu parlé en off, il y a l'arrivée sur toute la création de contenu de l'intelligence artificielle. Toi, quelle est ton expérience avec cet outil-là? Parce que c'est avant tout un outil en fait. Ouais. J'ai une expérience un peu ambivalente. C'est en demi-teinte, je dirais. Euh, ça fait quand même un an, un peu plus d'un an qu'il y a des outils, on va dire, avancés et qu'on peut utiliser d'intelligence artificielle qui existent, notamment pour l'écriture, mais pas seulement, on y reviendra peut-être. Je l'utilise parfois pour de l'inspiration, pour avoir de nouvelles idées, pour arriver plus vite à trouver, par exemple, je sais pas moi, si tournure de phrase, quand il y a une phrase qui me va pas, enfin voilà, sur des points de détail, sur des choses, je trouve que ça peut être utile pour des déblocages, pour alimenter la créativité ou se débloquer. Après, je le conseille pas, et je le conseille pas à mes clients qui peuvent se permettre, parce qu'il y a aussi ça, de de tout faire en fait avec par exemple ChatGPT, qui est l'outil le plus connu de création, où tu dis bah voilà, moi je veux faire un post sur temps, écris-moi le post. Oui. Le post sera pas bon. Enfin, je veux dire, c'est le principe même de l'intelligence artificielle, c'est de prendre tout ce qui lit sur Internet, de faire un petit condensé et de recracher quelque chose qui soit le plus proche possible de la moyenne. Oui. Et donc, moins il y a d'instructions réfléchies, avec du sens, avec la vision dont on parlait tout à l'heure, avec parfois une certaine forme d'expertise, que ce soit de connaissance de son marché ou de connaissance de ses clients, le plus il va faire quelque chose de générique qui va parler à tout le monde et donc qui va parler à personne. Oui, c'est ça. Et donc, bon, donc c'est pour ça, en fait. Je pense que c'est un outil qui peut être puissant, mais il faut quand même avoir des bases, il faut quand même savoir où on va pour s'en servir, et ça rend plus sensible aux détails, en fait. Par exemple, moi, maintenant, je sais quand une publication a été faite de A à Z avec ChatGPT. Ouais. Ça se voit. Ça se voit, et enfin, ça se voit complètement, et ça donne pas forcément envie d'être lu, quoi. Parce que il y a une uniformisation qui est en train de se produire sur certains profils, pas partout, encore une fois, lié à ça. Et ça va être un peu un nivellement, je pense, par le bas, parce que personne n'a envie d'être envahi de contenu moyen. Et puis, juste pour replacer le truc, l'intelligence artificielle, le fonctionnement, c'est en espèce d'ordinateur géantissime, en fait, qui vient scanner tout ce qui est écrit, dessiné, pris en photo et partagé, en fait, sur Internet, et essaye, comme tu le disais, d'en faire un condensé. Pour ceux qui connaissent, c'est une note de synthèse à l'échelle mondiale du World Wide Web. Et voilà, donc forcément, si à un moment on arrête aussi de créer du contenu, bah, le truc va tourner en rond, quoi. Bah oui, c'est ça va s'auto-alimenter sans fin. Mais avec une tendance un peu à la baisse. Bah oui. Parce que, c'est la facilité, et la facilité, c'est souvent un peu moins bien, et c'est comme ça. Alors, c'est peut-être un peu bizarre comme phrase, mais je crois que tu vois ce que je veux dire. Oui. Dans l'écriture, en tout cas, pas pour Oui. tout, mais dans Oui, l'écriture. bien sûr. Donc ça peut être un outil, c'est vraiment à l'utiliser pour un outil en fait, pour se donner des idées, pour compléter. On est vraiment, oui voilà, c'est sur l'idée quoi. Ouais, faut pas hésiter à lui donner un maximum. En fait, voilà, parce que je comprends tout à fait qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément le budget de déléguer ou qui n'ont pas forcément envie. Enfin, ce qui s'entend tout à fait, hein. ChatGPT, c'est un super outil qui est pas cher et qui peut résoudre plein de soucis beaucoup plus vite, par exemple, au départ. Dans un premier temps, faut faire un site, ok, c'est le tout début, faut remplir. Bon, au départ, pourquoi pas? Ça, je l'entends tout à fait, et c'est même plutôt pratique pour le syndrome de la page blanche, pour des personnes qui ont vraiment du mal à démarrer. Je trouve ça très bien. Et dans ce cas-là, faut lui donner, on va dire, un maximum de contexte. Et là, faut être très très précis sur à qui on s'adresse, pourquoi,
quel est le produit, toutes les caractéristiques possibles, qu'est-ce qu'on veut provoquer comme émotion, quelle est la tonalité des textes. C'est tout ça, en fait, qu'il faut réfléchir quand même en amont pour avoir un résultat qui soit, qui soit déjà à l'image de la personne, parce que les textes, on est quand même sur de la représentation. C'est la voix de la marque ou de l'entrepreneur ou de l'entrepreneuse dans nos têtes quand on lit son contenu. Tout à fait. Donc, c'est comme si quelqu'un parlait à notre place et disait des platitudes. Bah non, mais c'est un peu ça. Ouais. Et on peut pas, c'est son image, quoi. Donc voilà, si vous utilisez le ChatGPT, il faut donner un maximum de contexte et essayer de délimiter quand même un petit peu avant tous les aspects de sa marque pour garantir une forme de cohérence et au moins avoir quelque chose qui soit à son image au maximum, quoi. Et donc, en fait, cette histoire de marketing, c'est ça. C'est-à-dire que c'est ce qu'on a déjà vu avec Sarah dans un premier épisode et puis Emma dans un second. C'est que, en fait, c'est donner une voix, donner une tonalité à une entreprise par sa communication, en fait. Ouais, alors c'est pas que la communication, le marketing, ça va être aussi quel cadeau on utilise, c'est-à-dire où est-ce qu'on met son énergie, est-ce qu'il faut être présent que sur Instagram ou aussi sur Facebook, est-ce que notre audience, elle est aussi sur les canaux, et c'est beaucoup connaître son audience et connaître ses clients. Oui. Avant la partie communication, il y a tout ce travail aussi en amont, en amont qui est super important. Et qui est justement ce qui peut parfois pêcher, et justement l'importance d'une réflexion parfois idéalement professionnelle sur le sujet. C'est quelque chose sur lequel on a déjà échangé, sur lequel on a déjà échangé toutes les deux, pardon. Justement, toi, j'aime beaucoup, tu as cette formule qui est de dire la maturité du marché. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette question-là et de justement parce qu'on voit beaucoup émerger de personnes qui vont vous aider à faire de la communication et à faire du marketing et de la stratégie, etc. Quand on se lance, comme moi j'ai pu le faire, on a envie de se dire, je lance 3 trucs, je fais 4 posts et tout va bien. Quelle est ta réflexion ? Mais t'as 4 heures devant toi ou pas ? Absolument pas. L'idée, c'est en 5 minutes. Non, et non plus. C'est au début, genre, on fait efficace. La maturité du marché. Alors, c'est un vaste sujet. Alors, c'est pas moi qui l'ai inventé, déjà. Ça vient d'un auteur très bien, dont je me souviens plus le nom. Je pourrais t'envoyer la source si tu veux. Qui définit, en fait, en gros, pour pouvoir vendre à une audience, à des gens, il faut plusieurs critères qui soient réunis. Et dans ces critères, il y a en fait le niveau de conscience du besoin. C'est-à-dire que, par exemple, on peut voir que des personnes, avec notre expertise et avec notre point de vue, auraient hyper besoin de quelque chose, mais eux, ils n'en ont pas conscience. Oui. Et donc, régulièrement, c'est un point de blocage dans l'entrepreneuriat parce que, en fait, on s'adresse à des gens qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de nous. Et c'est non, mais c'est oui, c'est tout à fait. Non, je souris parce que je trouve ça très juste. Et en fait, on peut rien y faire. Enfin, on peut évangéliser, faire de la pédagogie à tout va, mais en fait, c'est pas ça qui fait signer des contrats généralement où ça met du temps. Je te confirme que non. Et non, mais voilà. Et en fait, et donc, c'est quand je parle de maturité, je faisais référence à ça dans nos échanges, c'est le niveau de conscience, en fait. Et donc, la personne dont je parlais, dont je me souviens plus le nom, mais je t'enverrai la ref, elle a théorisé en fait plusieurs niveaux de conscience. Il y en a 5, si je dis pas de bêtises. Et vraiment la conscience de, ok, j'ai tel problème. La solution, c'est ça. Maintenant, qui sont les personnes qui vont me proposer cette solution et je suis prêt à choisir? C'est tout un cheminement, en fait. Oui, tout à fait. Et le marketing, c'est vraiment aussi identifier à quelle étape sont chaque personne, leur donner du contenu. Parce que le contenu, ça sert à ça. Ça sert à les aider et à les accompagner et à être une référence pendant ce choix qui peut se faire plus ou moins vite. Et donc cette maturité-là, en fait, moi je fais référence à ça en disant, voilà, c'est la maturité de la conscience du besoin. Oui. Et donc par rapport au loisir créatif, quelque chose que je vois souvent, que ce soit dans des clients ou plein de personnes différentes en fait que j'observe, c'est et j'ai un projet qui s'appelle Patchwork débutant, donc ça va être ironique, mais tu vas comprendre. C'est s'adresser aux débutants, par exemple. Ouais.
s'adresser aux débutants, c'est rassurant parce que on veut les aider à se lancer. On se dit qu'ils n'ont pas beaucoup de connaissances, donc on a envie de les accompagner, on a envie de leur faire découvrir des choses géniales, on a envie d'évangéliser aussi nos pratiques, par exemple pour le patchwork. Mais les débutants ne sont pas ceux qui vont forcément mettre le plus d'argent pour monter en compétences, pour apprendre, qui vont nourrir leur passion, parce qu'ils débutent. Donc ils savent pas si d'ici 3 mois, ils vont pas tester autre chose et si ça va toujours leur plaire. Ils se rendent pas compte qu'ils ont besoin d'apprendre. On parlait de maturité, parce qu'en fait, là, ils se rendent pas compte que de tout ce qu'il leur reste à apprendre pour arriver à faire, je sais pas moi, cette veste tailleur qui les fait rêver, tu vois. Enfin... Oui, il y a cette fameuse courbe dont j'ai perdu le nom aussi. On a un entretien très documenté ce matin. Où en fait, au départ, en fait, au terme de connaissances, on a l'impression qu'on sait déjà à peu près tout et que bon, on va apprendre un peu. Et plus on apprend, plus on se rend compte qu'on connaît rien, en fait. Ah, c'est l'effet Dunning-Kruger, je crois. Mais c'est exactement ça, c'est l'effet Dunning-Kruger. Ouais. Et en fait, c'est ça. Et donc, je trouve qu'il y a un truc comme ça dans le loisir créatif où, en plus, il y a tellement de contenu gratuit. Tout à fait. Que, en fait, les débutants, ils vont bien, pas s'abaisser entre guillemets à payer pour un truc alors qu'ils ont tant de choses gratuites à disposition, quoi. Bah, pas forcément. Ça dépend quoi. Ou ça dépend quel débutant. Et là, tout de suite, on segmente. Et ça aussi, c'est le marketing. C'est-à-dire que on essaie de savoir le plus précisément possible à qui on s'adresse dans un amas de personnes, en fait. Parce que tout le monde ne sera pas notre client. Et c'est OK. Comme nous, il y a des personnes chez qui on n'achètera jamais, ça veut pas dire qu'on les déteste, ça veut juste dire qu'on se sent pas concerné, c'est pas grave. Oui, c'est d'où la petite phrase parfois, il y a de la place pour tout le monde, dans le sens où chacun peut concerner, enfin il y a tellement on peut segmenter énormément et donc toucher un public différent, quoi. Ouais, absolument. Et donc il y a aussi ce niveau de conscience, en fait, on en parlait, au niveau des créateurs et au niveau des artisans et des artisanes et des entreprises du loisir créatif, justement en termes de marketing, qui sont pas qui n'ont pas toujours conscience à quel point de l'importance justement de cette réflexion générale de stratégie en marketing, quoi. Ouais. Oui, c'est un constat que j'ai de plus en plus et sur lequel j'échange avec des pairs aussi, mais c'est vrai que je trouve qu'il y a un décrochage de plus en plus fort entre deux types d'entrepreneurs, d'artisans, sur le marché, où tu vas avoir ceux qui vont avoir soit une appétence pour le marketing et encore plus pour le marketing digital, qui vont avoir envie de mettre les mains dedans, qui vont s'y intéresser, peut-être qu'ils ont des expériences précédentes professionnelles dans le secteur, ce qui fait qu'ils ont une ouverture sur ça, en tout cas peut-être une conscience un peu plus accrue des possibilités, parce qu'il y a aussi ça. Et il y a les passionnés qui rentrent dans l'entrepreneuriat créatif par la passion. Ouais. Mais on est dans un environnement où la passion n'est pas suffisant. Non. Et en fait, je trouve qu'il y a un décrochage de plus en plus fort entre les marques et les entrepreneurs qui prennent ce virage-là et ceux qui s'appuient uniquement sur la passion, quoi. Ouais, ou qui voient qu'il y a des choses qui ont changé, parce que clairement, en fait, il y a eu un gros shift depuis le Covid, où il y a eu un boom de l'entrepreneuriat créatif, il y a eu un boom de la consommation aussi de produits DIY. Et depuis, on arrive doucement dans un creux de vague, et en fait, il y a des choses qui marchent plus comme avant. Oui, on le dit souvent sur Instagram, mais il n'y a pas que sur Instagram, en fait, c'est de manière générale sur toutes les créatrices, et on voit bien des marques d'entrepreneuriat plus ou moins petites ou plus ou moins grosses qui ferment les portes les unes après les autres, hein. De toute façon, il y a un... Ouais. Exactement. Et je pense que le plus important dans tout ça, en fait, c'est vraiment la vision et la marque et le message qu'on veut faire porter. Parce que faire des produits ou faire des patrons ou faire des ateliers, c'est plus suffisant en fait. Parce qu'il y en a tellement. Et donc, pour qui on les fait? Comment on le fait? À qui on s'adresse? Quelle est notre façon de faire? Quelle identité graphique on a?
Est-ce qu'on a la même identité avec du rose et des ciseaux que tous les autres, par exemple? Oui, c'est vrai qu'on peut plus Non, passer mais de cette réflexion-là, en fait, ouais. enfin, c'est pas du tout pour être. Enfin, C'est pas, enfin, je oui, comprends tout à fait. C'est pas du tout pour être péremptoire, enfin, tu vois, ou dénigrer ça. oui, c'est C'est un juste, constat c'est un constat, c'est qu'il y en a tellement que pour trouver sa que, place. exact, et pour sortir du lot, surtout. Hum, hum, hum. Parce qu'on est dans une ère où il faut sortir du lot, en fait. Et il y a de la place pour tout le monde, oui, à condition d'être visible. Bah oui. Oui, c'est ce qu'on disait avec Emma à un moment en rigolant, c'est-à-dire que oui, en fait, si on prend juste sa photo et qu'on la met sur Insta, bah, enfin, au pire, on a sa photo sur Insta, quoi, mais en fait, on va pas se faire plus repérer qu'autre chose et c'est bien le problème, c'est qu'on n'est pas les seuls, en fait. Ben, c'est ça. Et alors, de toute façon, on est assez en phase avec Emma sur ce sujet. On discutait de temps en temps. Mais oui, et il y a un niveau de professionnalisation et de maturité de cette réflexion marketing Mm. qui est plus élevé qu'avant. Parce qu'il y a des personnes qui sont arrivées avec des marques, avec des projets qui avaient ce niveau de conscience et cette réflexion en fait en amont et qui l'ont construit. Je pense à des marques, enfin j'ai pas vraiment d'exemple, mais il y a des marques plus récentes qui sont arrivées et qu'on un peu embarqué cette visibilité que Oui, d'autres qui sont là depuis plus longtemps n'arrivent plus à avoir. Mais parce qu'en fait, il y a un besoin de renouveau, il y a un besoin de faire les choses autrement, de se montrer autrement, d'incarner. Enfin, il y a plein de réflexions en fait. Et ça veut pas dire forcément mettre son visage partout. Hein. C'est pas du ah oui, tout. non, c'est Enfin, pas une question de visage, là, c'était autre on chose. peut avoir une identité forte sans forcément montrer son visage tout le temps, même si bon, bah, ça fait du rich. Hein. Mais il y a d'autres façons de faire quoi. Oui, et puis il y a aussi l'évolution, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a un moment, on disait que c'était il y a 10 ans que les marques avaient commencé, maintenant ça va bientôt faire 15 ans, les marques de patrons de couture particulièrement. Bon, bah, il y a tout, on voit certaines qui ont lâché l'affaire, certaines, comme tu dis, qui sont arrivées, tous ceux qui se sont dit, bah tiens, je ferais bien des patrons de couture, mais en fait, voilà, il suffit pas d'une formation modéliste et de savoir mettre en ligne 3 patrons, en fait, il y a tout ce qui va autour. Et c'est vrai que bah, plus il y en a, plus on est perdu, plus va sortir du lot forcément ceux qui ont une vraie réflexion marketing et vraiment une visibilité, comme tu dis. Ouais, et puis qui connaissent aussi leur cible. Parce que ça aussi ça joue, c'est-à-dire créer une communauté. C'est un mot un peu galvaudé parce qu'on l'a beaucoup entendu, Ouais. mais mine de rien, euh, ça permet d'avoir un lien avec les personnes qui nous suivent, qui nous aiment, en tout cas qui aiment notre contenu, Mm. qui nous aiment, qui aiment la marque, hein, pas forcément nous en tant que personne. Faut faire la distinction entre les deux, c'est important. Tout à fait. Et ça, moi je pense que le lien entre les personnes, connaître son audience, c'est ultra prioritaire. Parce qu'il y a trop de gens qui postent leur contenu et ont peur de parler à leurs clients ou ont peur de parler à leur audience, en fait. Et du coup, ben, ça décolle peut-être jamais trop. Mm. Ou, en fait, elles projettent ce qu'elles sont et ce pourquoi elles ont lancé leur entreprise dans leurs clients. Mais en fait, on n'est pas nos clients. Non. Je vais prendre un exemple très simple. Moi, je fais du patchwork. J'ai 28 ans. Mm. La plupart des gens avec qui je discute patchwork n'ont pas 28 ans. Vraiment pas. Si vous Et avez c'est envie d'en savoir plus, l'épisode de janvier dernier sur le sujet. et c'est ok en fait. Et au début, ça fait bizarre, mais parce que moi aussi, je me disais que je m'adressais à plus ou moins des gens de mon âge. Et non, je suis la seule. Enfin, peut-être pas, non, il y en a sûrement d'autres. Hein, Non, t'as mais, sûrement plein de nouvelles. bien sûr. Mais tu vois, à créer du contenu, à en parler, en tout cas, de façon active en français, en tout cas, il y en a Ouais. pas beaucoup. Alors, par contre, si ça vous intéresse et que vous avez à peu près cette tranche d'âge, pitié, venez, qu'on en parle. Parce que moi, je veux bien faire des refs à Taylor Swift dans le patchwork, il n'y a aucun sujet. Mais par contre, il faut des gens qui, qui ont C'est les refs. ça. Mais c'est pour ça, en fait. Et je suis pas du tout l'audience de patchwork débutant. Par exemple, souvent, c'est des personnes qui ont des enfants. Moi, j'ai pas d'enfants, par exemple. Enfin, voilà. Et alors, ça pourrait être que du détail, mais en fait, ça en est pas. Parce que ça veut dire, OK, quelqu'un qui a un enfant, quel temps est là pour sa pratique créative dans son quotidien, par exemple. Tout à Pour fait. s'y Les enjeux prioriser. sont pas les mêmes. Exactement. Et donc, moi, je suis obligée de me mettre dans leurs chaussures, de réfléchir, d'échanger avec elles, pour pouvoir leur proposer des contenus qui soient adaptés à leur vie, en fait. Même si c'est des contenus qui me plaisent, évidemment, mais j'essaie
le plus souvent possible, de twister ça pour que ça puisse rentrer dans leur quotidien, ou en tout cas, j'y réfléchis. Et en fait, ça, c'est une démarche à faire quelle que soit la taille de l'entreprise. Enfin, non, parce qu'il faut quand même une base, mais en tout cas, il faut vraiment parler à ses clients, quoi. Il faut pas avoir peur. Et de ce que j'ai l'impression, les grosses boîtes le font pas beaucoup plus que les petites boîtes. Et ça, je trouve ça vraiment étonnant. Parce que je pense qu'il y a un confort aussi qui est pris, et on sait pas forcément comment le faire, mais c'est super important. Et j'ai des clientes avec qui, du coup, que j'accompagne en accompagnement, marketing, sur tout ce qui va être stratégie. Et justement, on fait ce travail-là ensemble de parler à notre cible, d'essayer de les comprendre, d'essayer d'affiner comme ça les produits qu'on en fait, et de voir comment, en fait, on peut s'adresser mieux à elles, essayer de comprendre où elles en sont. Et très souvent, un truc qui revient assez souvent, c'est le niveau d'expertise, en fait. Tu vois, on en parlait au début, mais quand on parlait de maturité, justement, et de conscience du besoin, mais parce que c'est quelque chose que derrière j'ai observé, en plus de façon très empirique, en fait, avec des clientes, c'est que leur audience est beaucoup plus carrée, beaucoup plus avancée d'un point de vue technique, et beaucoup plus expérimentée, voilà, c'est le mot que je cherchais, que ce qu'elles pensaient. Parce que celles qui posent des questions par mail, par commentaire, c'est les débutantes, ou c'est celles qui ont un petit peu du mal, qui ont des questions, etc. Les silencieuses, mais qui achètent, eh ben, ça peut être celles qui ont pas de soucis, en fait. Juste, elles kiffent ce qui est fait, elles voient la valeur, parce qu'elles la comprennent, parce qu'elles ont ce niveau d'expérience et d'expertise, et du coup, elles sont prêtes à mettre ce budget-là aussi dans les produits, quoi. Oui, bah c'est pareil. Hier, il y avait un post de Pauline Alice, donc, qui est dans le business depuis un certain nombre d'années, et qui partageait un prototype de patron avec un certain nombre de finitions nickel à la main, et qui disait: est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Et en fait, la plupart des personnes disaient: en fait, oui, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de patrons avec des finitions à la machine, etc. Et que finalement, quand on a cousu 3-4 patrons, et quand on aime le côté couture pour tout ce que ça développe quand on a fait un certain nombre de choses, on a envie d'augmenter le game. Moi, je suis en train de chercher plein de trucs. Là, j'ai pris un cours artisan sur le tailleur. J'ai 2-3 bouquins. C'est un peu un de mes objectifs de l'année. On verra ça si ça se fait. Mais en tout cas, j'ai écouté 1 heure de vidéo sur les tissus pour le tailleur, et j'ai kiffé. Et j'ai dit: mais qui va pas me trouver un peu folle? Mais voilà, en fait, on a de geeker sur les tissus qui constituent une veste tailleur. Et voilà, et finition à la main, les gens vont nous dire ça sert à rien. Ben oui, ça sert à rien, mais en fait, il y a plein de choses dans le loisir créatif qui sert à rien en tant que tel, mais c'est le plaisir de passer au niveau au-dessus, de monter en compétences, et d'aller vers quelque chose qui a plus de sens, et on va être plus précis, et c'est ce que tu dis, on va se satisfaire de peu au début parce que on va débuter. Et plus on va augmenter, plus on va avoir envie d'aller vers quelque chose encore plus pro, encore plus fini, encore plus travaillé, quoi. Ouais, absolument. Non, mais tu as très bien résumé les choses. Et donc, ouais, je pense que ça, c'est un vrai sujet, tu vois, sur lequel certaines marques devront, en tout cas, devraient s'emparer sur 2024, ouais. Le monter en gamme du truc. Et puis parler à leurs clients, surtout. Oui, c'est ça. Surtout, ne pas rester avec des projections dans leur tête, et vraiment aller vérifier que c'est vrai, en fait. Ouais. Et je voulais juste évoquer un canal on a partagé différentes choses avec Sarah et Emma. Toi, quelque chose sur lequel tu travailles beaucoup, c'est la newsletter. Est-ce que tu peux nous faire une petite présentation de ce qu'est une newsletter et comment ça fonctionne? Enfin, voilà. Alors, la newsletter, alors, en fait, on a ce qu'on appelle newsletter, en fait, c'est de l'email marketing, de façon large. Attention, un peu de jargon, ça va bien se passer. Sinon, tu m'arrêtes. Si je balance trop Moi, je fais de la traduction s'il y a besoin, pas de souci. Tu m'arrêtes. Donc, l'email marketing, en fait, c'est tous les emails que vous allez recevoir d'une marque ou d'une entreprise. Ça peut être des emails de promotion, comme ce qu'on reçoit plutôt des grandes marques. Ça peut être des newsletters,
c'est plutôt un format qui est développé par les entrepreneurs avec des formats un peu plus éditoriaux, avec plus de textes, avec des histoires, avec des fois de la vente aussi. Enfin voilà, ça dépend. Et ça va être aussi toutes les séquences que vous, en tant que consommateur, vous ne voyez pas, mais qui sont très utiles en tant que professionnel, qui sont en fait des emails automatisés. Alors, personnalisés, écrits, enfin pensés, hein, pas juste des robots qui envoient des trucs, mais donc des emails automatisés qui vont se déclencher en fonction de certaines conditions. Très bien. Par exemple, le plus classique et le plus connu, c'est vous téléchargez un patron gratuit, vous rentrez dans la mailing list, par exemple, de la marque qui vous a proposé gratuitement ce patron. La contrepartie en échange, en fait, c'est que vous intégrez cette liste email et peut-être un jour acheter un patron si l'univers vous plaît, quoi. Ouais. Et souvent, vous recevez un mail automatisé qui vous dit bienvenue. Ça, typiquement, c'est un exemple de séquence d'email automatisé, quoi. Très bien. Et donc ça, c'est un canal qui a été un peu mis de côté pendant plusieurs années, qui fait un peu son grand retour par beaucoup de formateurs, de vendeurs de formation en ligne, qui en ont fait beaucoup la promotion depuis quelques années. Moi, je trouve que c'est surtout un formidable outil pour toucher une audience sans avoir besoin de dépendre des réseaux sociaux et des algorithmes. Oui, parce que pour le coup, le contenu, il t'appartient. Oui, Déjà. et surtout, déjà, le contenu t'appartient. Tu peux faire le contenu que tu veux, c'est-à-dire que c'est un espace qui t'appartient. T'as pas besoin de faire des formats tendances ou des choses comme ça. Là, tu peux vraiment parler, tu peux vraiment mettre le contenu que tu veux. Et surtout, t'as l'adresse email directe des gens Ouais, t'arrives et qui directement te dans l'ont leur boîte donné. aux lettres. Ouais, en plus. Non, mais en plus, ils te l'ont donné. C'est-à-dire que, enfin, je veux dire, tu vas pas toucher des gens qui ont rien à faire là. Alors, si, peut-être un petit peu certains qui sont un peu des touristes, mais c'est pas grave. Enfin, voilà. Mais c'est pas comme les réseaux sociaux où tu vas peut-être toucher, je sais pas moi, 3000, 6000, 10 000, 15 000 personnes et tu vas peut-être avoir, 50 abonnés avec un peu de chance. On n'est pas sur les mêmes ratios. Et en plus, dans tous ceux qui ont vraiment envie de te suivre, ils te voient pas parce que l'algorithme fait pas ce qu'il faut pour qu'ils te voient correctement, quoi, limite. Exactement. Alors, après, il y a d'autres connaissances techniques qui viennent pour être sûr d'être reçues en boîte mail. Oui, c'est toujours la Donc ça, problématique. c'est souvent là que j'interviens dans un premier temps avec des clientes qui ça marche plus. Donc, bon, bah, c'est pas grave. On redresse ça ensemble. Parce il y a des bonnes pratiques techniques et c'est. Pour pas être mis directement dans les spams, quoi. Bah ouais, c'est ça. Et ça se durcit de plus en plus, hein. Pour le coup, Oui. là, il y a encore une nouvelle régulation qui est arrivée début février de la part de Gmail et de Yahoo pour être encore plus strict Eh sur ben, les je emails. pense qu'ils ont tellement bien fait qu'il y en a quelques gros malins qui ont tellement bien réussi que leur coup qu'il y a des trucs que moi j'avais en spam toujours et que je commence à plus avoir en spam. Je suis ravie. Ah oui, ouais, Ouais, bah, tu vois. ouais, moi j'ai eu des trucs un peu bizarres aussi, mais bon, après c'est des adaptations, mais ils sont obligés de faire ça aussi parce qu'avec l'IA, les façons de les détourner sont de plus en plus fortes. Ouais. Et on parlait d'automatisation de contenu parce que les emails bof sont légion. Ouais. En fait, c'est très simple d'envoyer des emails de promo en mode acheter à tout le monde. Mais en fait, c'est pas que ça marche plus, mais presque en fait. Ouais. Mais comme ça marche plus sur Instagram, comme ça marche plus ailleurs, hein, c'est la même évolution. On en revient à ce que t'as dit, parler. Exactement, ouais, C'est-à-dire c'est que ça. si on envoie un truc en disant une pancarte, tenez, regardez, c'est ce que j'ai acheté, là on parle pas à un client en tant que tel. Non. Après, on peut faire de la promo pour l'acheter, on n'est pas obligé d'écrire des tartines, hein. Ça peut être un joli visuel, deux, trois trucs qui attirent un peu l'attention parce qu'il faut quand même Mm. capter les gens dans la boîte mail pour que ça clique. Mais il n'y a pas de raison. Enfin, je veux dire, moi, je suis pas du tout contre la vente par email, hein, absolument pas. Et c'est une forme d'email marketing en tant que tel, Mm. et c'est important. Néanmoins, il faut pas faire que ça. Ouais. Et il faut pas arriver tous les 6 mois ou pendant les soldes, balancer son email de solde et redisparaître pendant 6 mois. Bah non, mais Et non, non, bien sûr. je comprends que ce soit tentant, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont été déçus en cette fin d'année et là des soldes qui viennent de se finir parce qu'ils ont fait ça, mais en fait ça ne marche plus. Mm. Il faut une présence. Et on en parlait de développer la marque, de développer de l'attention, la communauté, ça passe aussi par la régularité, ça passe aussi par cette présence-là en fait. Oui, bah, je pense que les gens sont de plus en plus exigeants en termes de
de personnalisation et qu'on leur parle à eux, en fait. Et je pense que Ouais. moins on a de contacts, plus on est dans une société qui est, où les gens sont déjà dématérialisés, enfin les gens sont pas nos relations sont dématérialisées, les contacts sont dématérialisés, plus on va chercher un vrai contact, plus on va chercher une personnalisation, en fait, Ouais. dans tout ça. Ouais, absolument. Et puis on laisse aussi les algorithmes. Enfin, en fait, c'est confortable la personnalisation parce qu'on voit que des choses qui sont censées nous plaire. C'est très cool. Ouais. Mais du coup, le pendant, c'est que quand on voit des choses qui évoquent un peu une friction, tu vois, pas Oui, forcément qui nous déplaisent, juste où on se dit, ah bah ça a vraiment été envoyé à tout le monde, je connais pas la personne, elle me parle pas vraiment à moi, allez hop, enfin, on a beaucoup moins de patience en fait face à ça. Parce oui, que même les réseaux sociaux, tu vois, on a vachement évolué dans une ère où c'est l'algorithme qui nous montre des choses. oui, C'est plus nous qui allons voir les choses des gens qu'on connaît. ouais. Et enfin, par exemple, TikTok, c'est 1000 fois ça. Hmm. C'est-à-dire que C'est le on va sur concept TikTok, poussé à son paroxysme, quoi. bah ouais, c'est ça. Et ça marche, hein. Enfin, je veux dire, moi j'ai désinstallé l'appli longtemps parce que j'ai passé trop de temps, hein. Mais, Et après, c'est vrai que en tout cas sur ce principe de réseaux sociaux et de proposition de l'algorithme, il y a quelque chose où on est dans un entre-soi et dans un truc où on va pas explorer d'autres choses, en fait, aussi, non plus. ouais, pas forcément. Après, faut avoir le temps aussi de le faire et l'envie. Mais ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Mais je pense que ça va aussi de pair avec, comme sur Insta, j'en connais beaucoup qui vont juste dans l'onglet Explorer, tu vois, explorer, Hmm. et qui scrollent ça en fait. Oui, c'est un truc que je fais pas vraiment. Moi non plus. Mais c'est une pratique. Ouais, il y en a Il y qui a des font. gens, Ouais. comme il y a des gens qui regardent que les stories, qui regardent plus les posts. Ouais, et c'est pareil quand on cherche le hashtag d'un patron, par exemple. Ça, c'est chiant, putain, Et ils ont ben changé. maintenant, les tags, ils les ont foutus tout au bout, et on voit bien que c'est plus du tout une pratique qui est, comment dire, mise en avant, en fait. Alors que c'était un des gros points positifs, ou en tout cas des gros points euh, bénéfiques, en fait, d'Instagram en termes de couture, par ailleurs. Enfin, moi, c'est un truc, c'est la fonction que j'ai la plus, toujours, que j'utilise d'ailleurs toujours le plus, hein. Ah ouais, mais moi pour le cal, donc le challenge patchwork gratuit j'anime en ce moment, il y a un hashtag ce qui permet aux participantes de voir toutes les autres Ouais, versions des autres. Bah là en fait, c'est bloqué, tu vois pas tout quoi. ouais. Donc non, c'est assez ouais. Je comprends pas pourquoi ils ont arrêté cette fonctionnalité-là, c'est vraiment dommage. Enfin pourquoi ils l'ont bridé, tu vois. Ouais, puis il y a toujours cette adaptation, Emma en parlait parce que c'est vraiment quelque chose sur lequel elle fait une veille énorme, sur vraiment l'évolution, en tout cas d'Instagram ou des différents réseaux sociaux, et de voir, c'est-à-dire que déjà on réfléchit à comment s'adresser à notre audience, et en deuxième partie, c'est la façon dont on s'adresse à eux, mixée avec la façon dont fonctionnent les réseaux sociaux pour être sûr que notre audience nous reçoit. C'est vrai que Mm. c'est un truc qui est un peu casse-tête en fait, surtout quand on n'y connaît rien ou que ça nous intéresse pas ou que c'est quelque chose qui est compliqué quoi. Ouais. Ouais, et puis moi je rajoutais même une troisième contrainte, c'est l'intensité des publications. Hmm. C'est-à-dire que pour faire grandir un compte, une publication par semaine, bon courage, hein. Hmm. Et j'entends que certains, ils ont pas le temps, c'est pas leur métier, etc. Mais il y a tellement de monde sur la plateforme euh, et que, en fait, Instagram récompense aussi les gens qui la nourrissent. Et donc, ouais, mais Ah, c'est vrai, hein. et maintenant, il y a une forme d'intensité à mettre qui n'est plus celle d'avant. Tu vois, quand je parlais de changement aussi, Oui, c'est ça. et 2 posts photos par semaine, ben ouais, ton compte il va stagner en fait. Alors ça dépend lesquels, mais faut bien les travailler quoi dans ce cas-là et peut-être il y a des choses qui vont ressortir du lot, mais c'est pas des choses que tu vas pouvoir répliquer de semaine en semaine parce que ça va être des gros projets, parce que ça va être Hmm. une annonce, enfin tu vois, ça va être des choses qui vont marquer les esprits, mais c'est pas de la croissance régulière. Ah, mais il y a aussi la question, enfin moi j'en reviens toujours là, mais donc on sait bien que le nombre d'abonnés ne fait pas le nombre de ventes, hein, si on a quelque chose à vendre. Et premièrement, et deuxièmement, moi je me pose la question, en quoi on a toujours besoin d'augmenter son audience en fait? La renouveler à la rigueur, pourquoi pas, mais l'augmenter, en fait c'est toujours ça.
C'est-à-dire qu'on est à une course à quoi? Parce que en fait, si on cherche à augmenter son audience, oui, mais on cherche avant tout à vendre en fait. Et c'est là que l'équilibre est un peu compliqué en fait. Ouais, et ben tu vois, je vais te répondre en prenant l'exemple de la newsletter. Par exemple, une newsletter ou une base email, du coup, on va reprendre un peu de jargon, qui ne grandit pas, c'est la mort de ta newsletter dans 6 mois. Ou 3 mois, des fois même. C'est-à-dire que si c'est les soldes, c'est 3 mois. D'accord. Parce que, en fait, il y a les personnes qui vont être prêtes à acheter un instant T, elles le seront peut-être plus dans 6 mois. Elles auront peut-être fait leur choix. Et donc, mais en fait, ces personnes-là, il faut renouveler en fait son stock. Mais les personnes ne vont pas forcément sortir de ta liste. Donc en fait, ta base, elle va grossir. Mais peut-être que le nombre de personnes qui seront prêtes à acheter, il va rester le même dans ta base. D'accord. Tu vois. Et donc en fait, je pense que pour Insta, il y a un peu ce même effet de les chiffres grossissent, mais c'est surtout pour s'adresser à des nouvelles personnes. En fait, l'objectif c'est surtout ça, c'est des découvertes de façon plus large. Après, Instagram n'est pas du tout le seul moyen, parce que t'as Pinterest, t'as du SEO, t'as de la pub, t'as des salons, t'as plein de façons en fait. Il faut voir où sont les personnes à qui tu veux vendre, sur quel canal elles sont, quel est ton budget, tes moyens, enfin voilà, et puis voir quel est le plus adapté, quoi. Ouais. Mais je pense qu'il y a une forme de crédibilité aussi, mine de rien. Oui. Du nombre d'abonnés, tu vois, qui fait que on fait plus facilement confiance. C'est de la preuve sociale, mais on fait plus facilement confiance quand on voit qu'il y a plein d'autres gens qu'on connaît qui suivent les mêmes personnes ou qui ont déjà acheté des produits, etc., etc. Et je pense que le nombre d'abonnés vient renforcer cette preuve sociale aussi. Oui. Et de confiance, du coup, pour acheter, pour s'intéresser au contenu, plutôt que des petites marques qui débutent, on va pas forcément aller couper certains tissus avec des patrons dont on n'est pas sûr, enfin, tu vois. Ouais. Et d'où les retours aussi clientes qui sont super importants. Alors, qui sont super importants, mais j'y mettrais une nuance que j'ai découvert il y a pas longtemps et finalement sur lequel je suis assez d'accord. Ouais. C'est le fait d'avoir trop de preuves sociales, ça peut être nocif aussi. Oui. C'est-à-dire que comme si on avait placé tout notre travail à montrer que plutôt qu'à faire. Ouais, c'est ça. Ou le côté tout le monde en parle, c'est louche. C'est horrible. Alors que c'est pas forcément louche, mais il y a un peu ce côté-là maintenant lié enfin voilà, une méfiance qui s'est accrue aussi, tu vois, sur Internet et où du coup il y a une balance qui est vraiment très fine à trouver entre faut que les gens y parlent de mon produit, mais si je suis trop présent ou si on voit trop mes produits, ça peut aussi avoir un effet un peu repoussoir. De se dire bah en fait tout le monde en parle, c'est bizarre, à quel point c'est payé, tous ces gens sont-ils vraiment d'accord entre eux, enfin tu vois, ça génère plein de trucs comme ça où ça peut être aussi un peu un repoussoir quoi, pour certaines personnes. Donc en fait on est quand même en train de dire que le tableau de la réussite de ton entreprise, il y a 53 entrées et demie fois 1000 et qu'il y a un foutu juste équilibre à trouver qui est quand même sacrément compliqué. Bah oui et non, parce que je dirais que le juste équilibre, c'est enfin je dirais que la base c'est quand même de faire grossir son audience et avec une audience qu'on connaît en fait, tu vois, et d'avoir une identité. Je pense qu'à partir du moment où tu as une identité qui est claire et qui est définie, ça rend certains choix beaucoup plus simples à prendre en fait. Bah, c'est comme dans le conseil en image, quand tu sais ce qui te va, c'est toujours plus facile. Bah je pense que c'est un peu ça, tu vois. Ouais. Oh, cette petite analogie glissée à la fin de cet entretien. C'est ta raison, il faut. Non, mais c'est vrai qu'à partir du moment où tu as une vision, où tu sais à qui tu t'adresses, déjà tu as des idées de contenu qui viennent à nouveau, tu as des pistes qui s'ouvrent auxquelles tu n'avais pas forcément pensé. Tu te sens plus serein pour prendre des décisions, donc en fait tu hésites aussi moins des fois. Bien sûr. Ça joue aussi dans l'intention dans certaines sorties, dans certains lancements d'événements, joue beaucoup aussi. Parce que, qu'on veuille ou non, des fois ça se ressent en fait, qu'on n'est pas dedans, qu'on n'est pas sûr. Et ça peut aussi avoir des conséquences sur le succès du projet, quoi. Ouais. Bon. Bah écoutez, si vous avez envie de discuter de ça avec toi, Marianne, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Alors, on peut me retrouver sur Instagram, sur le compte patchwork-débutant.
C'est noté. Voilà, on peut me retrouver sur LinkedIn, Marianne Stos, S-T-O-S. Très bien. Et voilà. Bon, bah écoute, on a toutes les infos pour échanger de tout ça avec toi. Si on a envie de travailler avec toi, bah, on te contacte et on discute avec toi de ce qu'on a envie de faire. Et puis bah écoute, si vous avez envie de faire un petit projet patchwork, ça a déjà commencé, vous pourrez prendre le train en route, mais Marianne propose un patchwork. Donc là, c'est chaque semaine, en fait, tu proposes une étape du projet. Absolument. On fait le plaid de A à Z. Donc la première semaine, c'était la coupe. Là, on est en train de finir la partie patchwork. Ouais. La semaine prochaine, on assemble le tout. Et la semaine d'après, on matelasse. Mais si vous vous inscrivez, vous recevrez en fait un lien avec toutes les semaines précédentes. Donc vous pourrez récupérer les patrons des semaines d'avant. Les patrons des semaines d'avant. Voilà. Bon, Marianne maîtrise les séquences. Ah bah. Donc ça sera au poil. Oui, mais tu vois, ça, typiquement, ça évite d'y passer trop de temps. Mais Ça prend non, du bien temps. sûr. Et après, une fois que c'est bon, bah voilà, je sais que les gens, ils vont recevoir, et puis voilà, quoi. Ouais, et ça va faire des clientes contentes d'interagir avec toi et de se former en patchwork. Bah, j'espère, c'est le but. Puis de faire découvrir, en fait, que les gens se lancent. Après, voilà. Moi, c'est vraiment le but avec Patchwork Débutant. Super. Et ben encore, merci beaucoup, Marianne, pour cet entretien. Et puis, Avec bonne grand plaisir. continuation en marketing et en patchwork. Merci beaucoup. Merci pour ton invitation. À bientôt. À bientôt. Je suis coach en image et j'aime travailler avec les couturières. Tu cherches une aventure dont tu sortiras transformée, où règne sororité et bienveillance ? Je te propose un accompagnement en groupe sur 4 semaines pour découvrir ton corps, trouver tes couleurs et ton style et surtout te sentir en accord avec tes vêtements. Tu veux en savoir plus ? Réserve un appel découverte avec moi, gratuit et sans engagement sur mon site dans l'onglet formation. Retrouve-moi sur ateliersherwood.fr, Pinterest ou Instagram à Atelier Sherwood. C'était Causons Couture avec Mathilde, Marianne. Merci beaucoup, à bientôt et bonne couture.